Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais, avant de démarrer officiellement ce conseil communautaire, remercier les élus de la commune de Saint-Jean-d'Hermine pour nous accueillir ce soir au frais. Dans cette salle où il fait toujours frais, été comme hiver, c'est formidable, c'est appréciable. Ça sent la charge. Un petit peu. Mais en tout cas, merci à vous. J'ai un certain... On est ravis de vous accueillir, Monsieur le Président, du coup. Avec plaisir. Mais on est mieux à venir au mois de mai qu'en décembre. Bref. Toujours est-il que j'ai un certain nombre de pouvoirs ce soir. Laurent Huget donne pouvoir à Madame Pacta Lafaille. Madame Dormois donne pouvoir à Monsieur Mettet. Madame Morisseau donne pouvoir à Madame Chitty. Monsieur Fabre donne pouvoir à Madame Joly. Monsieur Valotto donne pouvoir à Monsieur Sautreau. Et Monsieur Faument donne pouvoir à Monsieur Bouget. Hop, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et j'ai une proposition, je crois que c'est Didier qu'on voulait proposer. Est-ce que Didier, tu veux remplir cette fonction? Merci Didier. Et puis, on avait donc le procès-verbal du 29 avril dernier. Est-ce que vous aviez des observations à formuler sur le procès-verbal? Pas d'observation. Je vous propose de l'adopter. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Donc, on va pouvoir débuter l'ordre formel de ce conseil avec une première délibération qui sera présentée par David. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et en fait, c'est pour la régie d'assainissement. Il nous faut élire 11 conseillers communautaires et 10 conseillers municipaux. Donc, il vous est proposé 11 noms. Donc, en conseiller communautaire, moi-même, Éric Sautreau, Didier Joussaume, Pascal Pacreau, Bruno Fabre, Denis Perrotin, Antoine Mettet, Joël Bluteau, Yann Pelletier, Thibaut Sens et Christophe Moreau. Et en conseillers municipaux, Régis Prôme, donc de Saint-Denis-du-Péray, Nicolas Boisseau de l'Aiguillon-la-Presqu'île, Dany Pochon de Champagny-les-Marais, Yannick Renaud de Bessay, François Drouet de Moreuil-sur-Lay, Thierry Fauchereau des Moutiers-sur-Lay, Frédéric Bruno de Château-Guibert, Bernard Borger de Saint-Jean-d'Hermine, Jean-Philippe Garnier de Sainte-Gemme-la-Plaine et Rudy Loubry du Gué-de-Velluire. Donc en fait, représente surtout dans cette régie ceux qui ont un assainissement collectif, quoi. Pour faire très simple. Voilà, donc il est demandé au Conseil communautaire donc, de délibérer sur cette proposition de nom. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette régie? Pas de questions, donc je mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc merci, cette délibération est à l'unanimité. Je continue sur le deuxième point, Nicolas. Donc le deuxième point, c'est sur la CLE, la Commission locale de l'eau. Donc pareil, donc suite aux élections municipales, il nous faut délibérer sur une commission, la CLE, surnommée la CLE, Commission locale de l'eau, et schéma d'aménagement des gestions des eaux, SAGE, donc du bassin du Lay. Donc il est proposé 3 noms pour représenter la CLE. Donc moi-même, David Marcheguet de la Bretonnière-la-Claye et Lucien Pilastre de Bessay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la commission locale de l'eau? Pas de questions? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Bon, c'est à l'unanimité que c'est validé. Merci à vous. Donc je prends le relais avec le troisième sujet. C'est un petit peu la même chose que l'assainissement. Là, on va parler du Conseil d'exploitation des déchets.
Donc, il nous fallait 11 conseillers communautaires et 10 conseillers municipaux pour prendre en charge ce conseil d'exploitation. Donc, il vous est proposé donc, moi-même, Gilles Wattiot de Gru, David Pelletier de la Chapelle-Témère, Christophe Moreau, Luçon, Pacro Pascal Lépinot, Vanier Nicolas Lémanil-Régnier, Laurence Peigné, Saint-Michel-en-Lerme, Sylvia Frémy, La Tranche-sur-Mer, Brigitte Hibert, Les Moutiers-sur-le-Lait, Bruno Fabre, Nallier et Thibaut Sens, La Caillère-Saint-Hilaire. Pour les 10 délégués conseillers municipaux, on a Godin Jean-Michel, Saint-Michel-en-Lerme, on a Raph Fabrice Thiré, Boisseau Nicolas, L'Aiguillon à la Presqu'île, Dilange Pierre, La Tranche-sur-Mer, Couillot Thierry, Mareuil-sur-Lay, Drenot Aurélie Triez, Maupetit Claudie Sainte-Gemme-la-Plaine, Hurtaud Patrick Champagny-les-Marais, Beaufour Francis Sainte-Jean d'Hermine et Poirot Anthony PO. Est-ce que vous avez des remarques? Des questions? Est-ce que vous êtes contre un vote à main levée? Non, pas de contre. Parfait. Mieux. Et donc, des abstentions, des contre à cette proposition? Merci beaucoup. Merci Antoine. Le point 4 concerne l'élection des membres de la commission permanente d'appel d'offres, la CAO. Vous le savez, on l'avait vu lors du dernier conseil, elle est constituée donc du président et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc là, on va vous proposer... Hop. Ça arrive. Donc, Jean-René Thomas, Éric Sautreau, Philippe Barret, Antoine Mété et Lisiane Moreau en tant que délégués titulaires. Et on vous proposerait donc Joël Buteau, Arnaud Charpentier, Brigitte Hibert, Philippe Moussion et Jean-Pierre Talqui en suppléant. Donc, on vote par scrutin de liste. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de ne pas recourir au vote à bulletin secret pour gagner du temps, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre le fait de recourir au vote à main levée? Personne? Parfait, merci. Donc, qui est contre ces nominations? Qui s'abstient? Parfait, merci. Le point 5, donc, c'est l'élection des membres de la commission permanente de délégation de services publics. Donc là, quand on décide de déléguer une partie de nos missions, eh bien, il y a là aussi une commission qui examine les délégataires qui se présentent à nous. Donc, comme pour la commission d'appel d'offres, on a le président et 5 membres à constituer, donc 5 titulaires et 5 suppléants. Et ce qu'on vous propose, c'est les mêmes que ceux qui siègent à la commission d'appel d'offres. C'est beaucoup plus simple. Et pour travailler ensuite, donc Jean-René, Éric, Philippe, Antoine, Lisiane en titulaire, Joël, Arnaud, Brigitte, Philippe et Jean-Pierre en suppléant. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc là encore, je dois vous demander si vous êtes d'accord pour voter à main levée. Personne n'est contre, ne s'abstient. Merci. Donc, je vous propose la liste telle que présentée précédemment. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent. Merci. On a ensuite la commission consultative des services publics locaux. Donc, il faut désigner les membres. Donc, comme on est plus de 50 000, elle est obligatoire. Et surtout, cette commission, elle se réunit une fois par an pour, tout ce qui est en régie. Donc, là, ça concernera donc l'assainissement notamment, et puis les déchets. Il y a des rapports qui sont faits tous les ans. Et donc, l'idée, c'est d'examiner ces rapports et d'émettre un avis et d'émettre également des avis si, des fois, on est amené, là aussi, à déléguer un certain nombre de missions de service public. Donc il faut désigner, créer la commission bien sûr et désigner ensuite 4 membres titulaires et 4 délégués. Donc on vous propose en titulaire David Pelletier, Antoine Métet, donc puisqu'ils sont concernés l'un et l'autre par l'assainissement, l'autre pour les déchets, Vincent pour la mutualisation et Jean-René pour la ville de Luçon. Et en suppléant, Joël Buteau, Christophe Moreau, Nathalie Artaillou et Isabelle Touzeau. Des questions? Donc là aussi, on a un certain nombre d'associations qui sont désignées dans le cadre de cette commission consultative. Et au niveau des associations, on a donc SEV, l'ADSP, l'UDAF et Famille Rurale. Voilà. Donc, qui seront avec nous dans cette commission.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre ces nominations ou s'abstiennent? Parfait, merci. On est toujours dans les installations. Donc, ensuite, ça concerne les désignations des représentants pour le SDAS. Le SDAS qui est le Fonds départemental d'action sociale, que certains ont peut-être découvert aujourd'hui, pour ceux qui se sont rendus à La Roche, au CDG. Donc, au niveau des statuts, bien, on a 2 collèges. Un collège élu, composé de 4 représentants, 2 représentants intercommunaux et 2 représentants des communes. Et on a ensuite un collège des agents constitué là, de 4 membres. Et on vous proposerait pour siéger au VDAS, donc Gilles Vatio, Judicaël Lamy, Stéphane Remeau pour Luçon et Martine Joly. Et ensuite, pour les agents, donc Madame Peggy Prel, Alexandra Maire, Christian Leprêtre et Marion Guiabé. Si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces nominations ou l'intérêt du VDAS? On est sur l'action sociale pour les agents, comme ça se fait dans nos communes. Donc voilà, tout simplement. Pas de questions? Les gens sont contre ces nominations, s'abstiennent. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Martine. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Le CIAS. Donc, le Centre intercommunal d'action sociale, je vais vous faire juste 2 ou 3 petites précisions. Le CIAS est le grand frère des CCAS. Notre CIAS a vocation et mission d'aider nos concitoyens vulnérables. Il gère notamment nos 5 EHPAD qui se situent à Saint-Jean-d'Hermine, à la Caillère, à Puyraveau, à Chaillay-les-Marais et à Nallier. Actuellement, ces 5 EHPAD accueillent 343 résidents et 270 personnes y travaillent. Donc, je vous propose la liste. Donc, moi-même, Madame Poupée Catherine, Madame Vigneux Charlotte, Monsieur Sens Thibault, Madame Dormois Catherine, Madame Chiti Alexandre, Madame Frémy Sylvia, Madame Palardi Elisabeth. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Commission des financeurs. Donc, moi-même et Monsieur Huguet Laurent. Voilà. Monsieur Huguet Laurent, est-ce que quelqu'un a des questions? Ah oui, la commission des financeurs, c'est-à-dire que quand il y a des appels à projets, cette commission les étudie et valide. Il y a de la technicité juste avant, il y a un comité technique, puis ça va à la commission des financeurs qui valide ou non les appels à projets. Alors, vous avez des appels à projets pour la jeunesse et des appels à projets notamment beaucoup pour les seniors. Donc, vous avez vu là, vous avez un catalogue qui va, le premier est terminé et vous allez avoir un catalogue pour le 2e semestre. Et il y a beaucoup de projets qui sont mis en place par la communauté de communes dans vos communes pour les seniors. Et il faut vraiment diffuser l'information parce que ça peut aller de la réflexologie à l'aquagym en passant par la sécurité routière ou la capacité de se servir d'Internet. Donc, c'est vraiment très, très important. Oui, bonsoir. Alors, t'as voté? Pardon. Non. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Je vous remercie. Donc, bonsoir. 10e délibération, oui. On va créer la commission intercommunale pour l'accessibilité. Donc, nous sommes une collectivité de plus de 50 000 habitants. Donc, nous avons obligation de constituer cette commission qui est composée du président
membres de droit, d'élus communautaires et des représentants d'associations de personnes handicapées, des associations d'usagers. Donc cette commission dresse le constat de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Donc il vous est proposé, les membres, moi-même, Antoine Mettet, Philippe Jourdain de Luçon, et les membres suppléants Philippe Barré, Vincent Jules et Joël Bluteau. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc je vous propose d'acter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais vous parler de la commission locale d'amélioration de l'habitat. L'idée, c'est d'avoir effectivement cette commission est une instance obligatoire qui permet de regarder effectivement toutes les subventions qui peuvent être allouées ou apportées à l'amélioration de l'habitat. Donc, je vous propose en membre titulaire moi-même et en membre suppléant Philippe Barré, ici présent. Y a-t-il des questions sur ce point particulier? Non. Je vous propose de voter à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Donc, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Non, merci. Merci Philippe. Le point 12 concerne le GIP Géo-Vendée, donc le groupement d'intérêt public. Comme dans vos communes, il nous faut désigner pour le compte de l'Interco un représentant. Donc vous le savez, ça concerne l'accompagnement à la transition numérique, tout ce qui concerne la stratégie territoriale en matière notamment de géonumérique et fourniture de solutions et de services géonumériques et de gestion de la donnée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour assister donc au conseil d'administration éventuellement et surtout lors de l'assemblée générale. Et on vous propose, si vous êtes d'accord, Philippe Mettet en tant que membre titulaire et Antoine Mettet en membre suppléant. Un Mettet peut en cacher un autre. Des questions, des remarques? Est-ce que des gens sont contre ces désignations? Merci beaucoup. Délibération numéro 13. Initiative Vendée Terre et Littoral appartient au réseau Initiative France. Elle finance et accompagne les porteurs de projets en création, reprise et développement d'entreprises. Il est proposé aux membres du conseil communautaire de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Donc le titulaire, moi-même, et la suppléante, Brigitte Hibert. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point suivant concerne la désignation des représentants pour le CEPRI. Le CEPRI, c'est le Centre européen de prévention et de gestion des risques inondations. Donc c'est une association de collectivités créée depuis le 1er décembre 2006. Elle regroupe un certain nombre d'experts et ça permet surtout du dialogue avec les services de l'État sur les thématiques qui, vous le savez, sont prégnantes sur notre territoire concernant donc, les risques d'inondation. Donc les membres sont principalement des collectivités, des syndicats et des établissements publics. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'adhérer à ce CEPRI pour l'exercice 2026. Si on y adhère, eh bien, il faut à la fois désigner un membre et payer une cotisation d'un montant de 550 € annuel. Et en tant qu'adhérent de ce CEPRI, on peut également adhérer au réseau TOCO, tous concepteurs. Donc ce réseau-là, il rassemble des acteurs aussi en lien avec la thématique de la prévention, mais surtout des architectes, des aménageurs. Voilà, on est sur tout un tas d'expertises qui viennent compléter celui des collectivités. Et là encore, la cotisation est de 250 € pour l'année.
Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adhérer à ce Centre européen de prévention et de gestion des risques d'inondation, d'adhérer également au réseau TOCO, et puis de désigner donc un représentant titulaire et un représentant suppléant. Et en l'espèce, on vous proposerait donc Laurent Huget en charge de cette thématique, aménagement du territoire et résilience, et donc Philippe, concerné également sur la tranche sur mer. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Le point 15, c'est comment désigner un représentant pour la Fédération nationale des SCOT. Vous le savez, on est compétent en matière de... Alors, SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et donc, cette instance vous permet de discuter et notamment de porter nos problématiques au niveau national. Et chacun sait autour de cette table qu'elles sont nombreuses, notamment en matière de consommation d'espace. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de désigner un représentant titulaire et un suppléant. Et en l'espèce, on vous propose Laurent Huget en titulaire et moi-même en suppléant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces désignations? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Donc, la liste pour la mission locale avec ces 3 titulaires et ces 3 suppléants. Donc, moi-même, en titulaire, Madame Poupée Catherine, Madame Chiti Alexane, en suppléant, Madame Dormois Catherine, Madame Moreau Lisiane et Monsieur Vanier Nicolas. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Je vous remercie. Le point 17, c'est l'ouverture d'un débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre la commune et la Comcom. Donc vous le savez, après chaque renouvellement général, on peut, dans les 9 mois qui suivent, lancer un débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance, sachant que ce pacte de gouvernance, il doit notamment régler les relations entre la communauté de communes et les communes membres, tout ce qui concerne aussi la façon de mobiliser les différentes instances, conférences des maires, commissions thématiques, bureaux communautaires. Et puis, bien sûr, c'est un document dans lequel on retrouve un certain nombre de principes en matière institutionnelle, vous le savez, pour ce qui nous concerne, avec de la représentativité par territoire ou autre. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'ouvrir ce débat. Et pour ce faire, une méthode assez simple, on va constituer un comité de pilotage d'élus qui souhaiteront y siéger. Donc, je m'appuierai sur les conseillers de territoire, pour qu'on soit 20-25 à travailler sur ce COPIL. 4-5 personnes par territoire, pour ceux qui le souhaitent. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé pour participer à ces débats, c'est de vous rapprocher de votre référent de territoire, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est simplement de lancer le débat sur l'élaboration de ce pacte de gouvernance pour la mandature 26-32. Des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Donc je continue sur l'aménagement du territoire en l'absence de Laurent. Le point 18, c'est la passation d'un avenant à la convention d'études entre l'établissement public foncier de la Vendée, ce qu'on appelle l'EPF, et la communauté de communes sud-vendée littorale, qui concerne donc également la commune de Saint-Jean-d'Hermine, et précédemment celle de Saint-Jean-de-Beugnier, pour être plus précis, qui a en 2024 sollicité l'EPF pour un projet de renouvellement urbain dans le cœur du village. Il y a eu un certain nombre d'études de fait. On est sur 4 parcelles qui représentent un petit peu moins de 3000 m². Et puis, dans le cadre de cette convention, on avait surtout une étude de faisabilité technique et architecturale qui a été engagée avec un cabinet, et l'étude n'est pas encore finalisée, ce qui pose problème puisqu'on était initialement sur une durée de 18 mois, ce qui ne sera pas suffisant. Et donc, d'où l'objet de cette fameux avenant numéro 2, c'est de vous proposer de porter à 30 mois cette étude de faisabilité, et donc d'augmenter la durée de la convention de la même durée, à savoir 30 mois, à compter bien sûr de la date de la signature des présentes. Des questions par rapport à cette convention? Yoann, tu veux pas en dire un mot? Pas particulièrement, ça suit son cours, voilà.
Ok, pas de souci. Tu vas en parler? En fait, ça concerne à Saint-Jean-de-Beugné. Donc là, on est sur une parcelle avec une maison. Et en fait, on a réfléchi à savoir si on gardait la maison ou si il fallait la déconstruire. Et c'est ça, en fait, qui a mis du temps. Et en même temps, on s'est rapproché de différents bailleurs pour savoir s'ils étaient intéressés pour construire des logements. On est à proximité immédiate je regarde Catherine aussi, on est à proximité immédiate du Vendée-au-Pôle et c'est extrêmement tendu le logement sur la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Et donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu plus de temps. Donc la prolongation de cette convention avec l'EPF est très importante pour la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Merci pour les précisions. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de passer au vote. Est-ce que des gens sont contre cet avenant? S'abstiennent? Merci beaucoup. Le point 18, ça concerne donc un avis sur les conclusions de l'enquête publique concernant la compatibilité du PLU de l'île d'Elle avec le projet d'aménagement de la RD 938 terre, projet pour lequel nous avions été sollicités en décembre dernier sur toute la partie des incidences environnementales. Donc peut-être rappeler simplement que monsieur le préfet de la Vendée, en date du 15 avril, a formulé, lui aussi, nous a demandé de formuler un avis sur le dossier de mise en compatibilité. On a eu une enquête publique. De rappeler peut-être rapidement, et Joël pourra compléter ce qu'est ce projet. C'est un projet donc, qui concerne donc, l'axe routier départemental entre Fontenay-le-Comte et l'île d'Elle. On est sur 17 km de voirie. L'idée, c'est la desserte économique du sud-est vendéen, notamment le pôle de Fontenay. On rappelle que la RD 938 terre est reliée à l'axe Niort-Nantes au niveau de la commune de Fontenay et également que sur la partie RD 137 de l'île d'Elle, on permet une direction vers la Charente-Maritime. Dire également qu'il y a 10 créneaux de dépassement de prévus. Hein. On n'est pas sur une 2 fois 2 voies, on est sur des créneaux de dépassement. Et que pour ce qui concerne la sécurisation, il y aura 2 giratoires et au total 14 carrefours qui seront aménagés dans le cadre du projet. Et ce projet concerne à la fois donc, la commune de l'île d'Elle et celle, je cherche Jonathan, j'ai pas vu, du Gué de Veluire, pour le territoire. VIX également, mais on n'est pas encore chez nous. VIX, tout simplement. Donc ce qu'il faut ce soir par rapport à l'enquête publique, on nous demande un avis donc, pour ce projet, sachant qu'on a un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale, on a un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, on a un avis favorable de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Fontenay-le-Comte, Veluire, Vix et l'île d'Elle, et on a également un avis favorable au déclassement des voiries concernées, assorti donc d'une réserve portant sur la distinction et la portée entre les voies de rétablissement qui relèvent du domaine public communal et celles qui relèvent de l'association syndicale autorisée de Douai-les-Fontaines. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'émettre un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité, d'émettre également un avis favorable sur le procès-verbal de la réunion d'examen, et puis d'émettre également un avis favorable sur le rapport et les conclusions de la commission d'enquête telles que vous les aviez en annexe. Est-ce que, avant de procéder au vote et vous demander si vous avez des questions, est-ce que Joël, je cherche Joël, tu veux apporter peut-être des précisions? Écoute, tu as très bien résumé le projet. Ce projet il est porté par le département. C'est pas une 2 voies, c'est que des créneaux de dépassement. Contrairement à ce qui a pu être écrit à certains moments de la presse, ce n'est même pas une 3 voies. Hein, c'est tout simplement réaménager des carrefours qui sont aujourd'hui très dangereux. Il y a une économie agricole qui est très dense dans ce secteur et c'est le but, je reprends les mots du département, il est de sécuriser, de fluidifier la circulation sur ce tronçon. Voilà. Merci Joël pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre ces avis favorables? S'abstiennent? Je vous remercie.
Point 20, donc, ça concerne le procès verbal de fin de mise à disposition des locaux situés square Édouard Herriot à Luçon, qui sont donc la propriété de la ville et pour lesquels donc, nous bénéficions de l'occupation dans le cadre de notre compétence Office de tourisme communautaire, puisque vous savez comment les services occupent aujourd'hui ce qu'on appelle l'ancienne maison Vrignot, la distillerie. Et donc, nous avons quitté les lieux square Herriot. Et donc, du coup, on propose de rendre à César ce qui lui appartient, sa propriété, en mettant fin donc, à ce procès verbal de mise à disposition en date du 31 mai 26, si vous en êtes d'accord, et dire qu'à partir du 1er juin, eh bien, le bien réintégrera le patrimoine communal de la ville de Luçon, tout simplement. Voilà. Des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations ? Très bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie. Merci Nicolas. Donc effectivement, donc le point suivant, c'est la fixation de la tarification pour nos centres de loisirs, donc sans hébergement. Je vous rappelle que la tarification évolue. C'est un choix qui avait été fait pour harmoniser les prix, donc avec la délibération qui avait été faite en 2022, donc celle du 19 mai et du 21 juillet, avec une augmentation progressive au 6e qui va se poursuivre jusqu'au 1er septembre 2027. Donc pour la tarification, donc à compter du 1er septembre 2026, vous pouvez retrouver pour la SH de Chaillé-les-Marais, l'Île d'Elle et Puyraveau, donc on a une augmentation de plus 0,7 à 1,30 €. Vous pouvez remarquer que pour la tarification A et B, on a effectivement un petit point supplémentaire sur le prix, puisqu'on a une participation du CCAS. Donc pour ces tarifs qui bénéficient d'une réduction respective de 3 € à 1,50 € sur la participation journalière, ainsi qu'1,50 € à 75 centimes sur la participation des demi-journées. On retrouve également la tarification pour la LSH de Trièze, donc les Petits Malins et l'Aiguillon, la Presqu'île, l'Escale des Mousses, avec là encore une augmentation qui va de 0,25 centimes à 75 centimes pour la journée complète, ou pour les séjours accessoires, donc de 65 centimes à 1,20 €. Pour la LSH de la Caillère Saint-Hilaire, donc le Bois du Rire, Saint-Gemme-la-Plaine, la Plaine Récré, et pour Saint-Hermine, Bouille d'Enfant, là, il n'y a pas d'augmentation par rapport à l'année dernière. On vous précise également qu'à compter du 1er septembre 2026, pour les familles extérieures du territoire intercommunal, il est proposé de définir donc la tarification qui est située dessous, donc effectivement avec un prix qui est supérieur par rapport à celui qui est appliqué pour les familles de l'intercommunalité. Donc tout cela s'applique au 1er septembre 2026. Il est également proposé une tarification pour les séjours organisés dans le cadre de l'appel à projet Colosse Apprenante de la manière suivante. Vous avez la tarification qui est identique à ce que l'on retrouvait actuellement. Et donc on représentera à la fin de l'année prochaine la tarification pour l'augmentation de 2027 pour actualiser, pour harmoniser en fonction de nos 4 territoires, puisque ce qui avait été décidé, c'était d'y aller progressivement pour qu'on puisse harmoniser nos 4 territoires. Est-ce qu'il y a des questions sur cette tarification ? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre ? Merci à vous. On retrouve ensuite le point suivant donc, sur l'école de musique intercommunale, la fixation des tarifs 2026-2027. Donc effectivement, on considère une augmentation projetée globale liée à la tarification de 7,4%. Elle concerne majoritairement la tarification des personnes extérieures et le loisir. Vous avez la tarification, alors je ne vais pas les reprendre tous, vous avez effectivement le coût qui est présenté avec une augmentation de plus 5 à 15 € effectivement pour les collectifs 1 et 2. Et ensuite, au fur et à mesure des parcours, on peut retrouver cette augmentation effectivement jusqu'à 30 € pour le parcours solo ou effectivement 70 € par exemple pour le parcours loisir, qui effectivement est celui qui est le plus impacté. Sur cette augmentation qui avait été définie effectivement il y a plusieurs mois et qu'on valide aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? S'il n'y a pas de questions, je vais donc le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent ?
Merci à vous. Ensuite, c'est sur l'espace culturel intercommunal de Saint-Michel-en-Lerme. L'objectif est de refixer la tarification à compter du 1er janvier 2026 et il est proposé de maintenir les tarifs de l'espace culturel intercommunal situé à Saint-Michel-en-Lerme tels que ceux de l'année 2026. Vous pouvez retrouver ainsi l'ensemble des différents prix. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Ensuite, on retrouve les médiathèques intercommunales, donc la fixation des tarifs, donc ils s'appliqueront à compter du 1er juillet 2026. Il est proposé de maintenir les tarifs des médiathèques intercommunales situées à Luçon, à Mareuil-sur-Lay, avec effectivement la gratuité pour les cartes d'inscription. Vous retrouvez le remplacement des documents perdus et détériorés qui restent identiques. Il y a une seule et unique différence dans l'événement dans le cadre du programme littérature, c'est à compter du 1er juillet 2026 pour la semaine du livre. La tarification pour les élèves passe de 3 € à 4 €. Alors c'est pour préparer la semaine du livre de 2028, puisque c'est tous les 2 ans. Et comme on a une baisse de subventions extérieures, on a une anticipation pour 2028. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais donc le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Sur le point suivant, c'est les spectacles de la programmation culturelle intercommunale avec la fixation de la tarification. Vous pouvez constater que la tarification reste identique en 2026 par rapport à cette année. Juste notifier que l'achat des billets sur Internet est moins cher que lorsque vous allez acheter sur place. Et donc, on poursuit le développement de la culture sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais donc vous le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a une personne qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Ensuite, il y a le théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais. Donc, c'est la fixation des tarifs. Donc, à compter du 1er juillet 2026, il est proposé de maintenir les tarifs du Jean-Baptiste. Il est précisé également que ce lieu accueille des résidences de création et que le théâtre pourrait être mis à disposition gratuitement pour les différentes compagnies qui le demandent, après avis du service de programmation culturelle. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais donc vous le soumettre au vote sur cette même tarification. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. En ce qui concerne la tarification pour les piscines intercommunales, donc Onis Océane et Porte Océane, donc la tarification s'applique au 1er juillet 2026. Il est proposé donc de définir les prix tels que suit et on reconduit les prix de l'année dernière. On rappelle la gratuité qui est accordée pour les enfants de moins de 3 ans. La gratuité pourra être accordée aussi aux gagnants du concours organisé par la communauté de communes. Qu'il existe aussi des offres promotionnelles et qu'il y a un accès tarif réduit pour les enfants de 3 ans à 18 ans, les étudiants, les agents de la communauté de communes, les usagers membres des comités d'entreprise, les personnes demandeurs d'emploi, les usagers faisant partie des groupes médico-sociaux, les résidents d'EHPAD et les personnes en situation de handicap. Et vous retrouvez ensuite les différentes tarifications pour l'accès aux piscines. Et on rappelle que pour les pompiers, c'est une convention à part. Est-ce qu'il y a des questions sur la tarification de la piscine, des piscines? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Ensuite, on retrouve les salles intercommunales, donc l'utilisation pour les collèges avec la fixation des prix qui reste identique et qui a cette application au 1er septembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur la tarification vis-à-vis des collèges? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci à vous. Et l'action de prévention collective senior et les actions de prévention du contrat local de santé avec la fixation des tarifs, et elle s'appliquera au 1er janvier 2027. Il est proposé de définir les tarifs des actions de prévention collective senior et des actions. Donc, tarif actuel, la gratuité pour le tarif A, cycle une séance ou plus, ou sinon 10 € pour le tarif B. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci à vous. Je savais que j'étais après Arnaud, mais donc c'est moi. Bon, donc là, l'objectif, c'est de passer un avenant au marché barriérage de déchetterie avec la société Net VLM. Ils ont tout simplement changé d'adresse et de numéro de SIRET, donc il n'y a pas d'évolution du prix du marché qui était passé à l'époque à 255 040,10 €.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je poursuis toujours dans les déchets. Là, par contre, c'est un avenant. Effectivement, on a un marché pour la collecte de porte-à-porte des déchets ménagers sur la commune de La Tranche et sur les points d'apport volontaire des campings de la communauté de communes pour un marché qui est à 650 073,53 € avec la société Paprec Coved. L'avenant correspondant, donc c'est effectivement un changement de phrase, les prix sont révisables trimestriellement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques par l'application des formules de révision. Et cette phrase va être remplacée par les révisions auront lieu à chaque début d'exécution du nouveau trimestre. Effectivement, les événements derniers qui ont fait qu'ils souhaitent changer cet avenant. Il faut passer cet avenant. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 32 concerne l'adhésion à la convention de participation chômage du centre de gestion de la Vendée. Donc vous le savez, on est de plus en plus souvent amené à verser des allocations chômage pour des fonctionnaires privés d'emploi à la suite de licenciements pour inaptitude, retraite pour invalidité, licenciement pour insuffisance professionnelle, démission, enfin bref. En l'espèce, on a actuellement 2 dossiers en cours. Et puis, ce qu'on vous propose, donc, c'est de conventionner avec le centre de gestion pour faciliter finalement le suivi de ces dossiers qui sont techniques et complexes. Simplement, donc, on est sur une instruction avec un suivi mensuel et le montant de la mission qui se fera ponctuellement selon les besoins et de 42 € par mois pour intégrer cette prestation tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que dans vos communes, pour certains, vous avez eu, ou pas, je vous souhaite, mais ça peut arriver malheureusement dans le cadre de la carrière des agents. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que à chaque fois, faut pointer. Et pour l'avoir vécu dans ma petite commune, c'est pas facile pour nos secrétaires de mairie. Et ça ne l'est pas non plus pour nos agents parce que ça demande un pointage un peu particulier, puisque, vous le savez, il faut verser chaque mois en fonction de ce qu'ils peuvent percevoir par ailleurs. Donc, c'est pas si simple que ça. Des questions? Pas de questions, donc à ce moment-là, je vous propose d'adhérer à ce service. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et le dernier point de l'ordre du jour, là aussi, j'imagine que vous l'avez abordé dans vos communes, c'est pour la mise en concurrence, donc visant, vous le savez, la sélection d'un ou plusieurs organismes pour la couverture du risque santé. Donc on vous rappelle que, bien sûr, c'est obligatoire, qu'on a déjà une participation financière sur la prévoyance depuis le 1er janvier 26. Qui s'établissait donc à 15 € au minimum par agent jusqu'à 30 €. Nous, on avait fait le choix de partir sur 20 €. Et là, du coup, pour le risque santé, ce qui vous est proposé, c'est de mandater les centres de gestion, puisqu'on a le centre de gestion de la Vendée qui s'associe aux 4 autres centres de gestion ligériens pour avoir un poids conséquent et nous permettre de bénéficier de tarifs beaucoup plus attractifs. Ça avait été le cas dans le cadre de la prévoyance, puisque ça avait permis de couvrir 66 400 agents territoriaux de la région, ce qui représentait 1542 collectivités. Donc on était sur une démarche de mutualisation à grande échelle. Et bien là, c'est de faire la même chose, c'est de confier mandat au centre de gestion pour organiser cette mise en concurrence, sachant qu'au mieux, les contrats prendraient effet au 1er juillet 2027. Et bien sûr, il est important de rappeler que ces démarches ne nous engagent pas. C'est-à-dire qu'on propose dans un premier temps de participer à cette consultation, et selon les tarifs qui sont proposés, on ira, on n'ira pas. Mais l'idée, c'est encore une fois de mutualiser à grande échelle et d'obtenir les meilleures conditions possibles pour couvrir nos agents sur le risque santé. Donc, l'avis à donner est simple, c'est de donner mandat au centre de gestion de la Vendée, membre du groupement de commande constitué avec les 5 centres de gestion de la région des Pays de la Loire, pour mener cette consultation, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que dans vos communes, vous avez dû aussi accepter de donner mandat au centre de gestion. Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? Est-ce que des gens s'abstiennent? Merci. J'en ai terminé avec l'ordre formel. Avant de vous donner quelques informations dates, est-ce que nous avons des questions diverses?
Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Juste une question qui ne va pas forcément intéresser, bien entendu, toutes les communes, mais pour lesquelles je me permets de solliciter le soutien de la communauté de communes. Je pense qu'on abordera aussi avec d'autres collègues. Ça concerne la tarification qui va dorénavant être appliquée pour les RPI. Alors, je crois que sur notre territoire, on doit avoir 3 RPI de mémoire, 3 ou 4, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous le savez que la tarification, elle passe de 90 € pour les transports des enfants, des petits bouts de chou, de 3 ans à 10 ans. Elle passe de 90 € à 171 €. Et ce matin, je voyais dans la presse que des communes s'étaient groupées pour faire un courrier. Et je me suis dit que c'était peut-être pertinent qu'on ait le soutien de la communauté de communes par le biais d'un courrier pour avoir une intervention auprès de la région, et nos conseillers régionaux sont là pour peut-être m'en dire 2 mots. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas le RPI, ça a permis à nos communes rurales, pour celles qui l'ont, de garder leur classe, de pérenniser le nombre de classes et de garder les écoles dans nos communes. Donc aujourd'hui, on se trouve un petit peu démunis parce que des familles avec 2 ou 3 enfants, et pas de chance cette année-là, les 3 doivent se déplacer ou les 2 doivent se déplacer, ça fait un coût qui est conséquent en une marche, one shot, 90 171, qui est le tarif appliqué, ça tu me le diras Philippe, mais je pense que c'est le tarif appliqué sur les collégiens, enfin sur les transports classiques. Mais voilà, moi alors si c'est pas possible au niveau de la communauté de communes, alors je demande à mes collègues dans ces cas-là qu'on se groupe au moins pour qu'on puisse avoir une action et puis essayer de faire entendre notre voix de petite commune auprès des services de la région. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Brigitte d'appuyer sur ce point-là ou de soulever ce point-là. Effectivement, nous, on a prévu les 3 maires du RPI, les merveilles de Saint-Juir, La Réorte et Saint-Martin. Je vous ai mis entre vous deux, messieurs. Eh bien, on a prévu prochainement de se voir justement pour commencer un courrier. Donc, j'ai envie de vous dire, effectivement, et je te remercie Brigitte, si on est plus autour de la table et plus à exposer nos situations concrètes et de terrain, eh bien, voilà. Donc, nous, on va y travailler le 9, je crois, c'est ça, le 9 juin. On travaille sur un premier courrier, donc on pourra... Alors, qui sont les 2 autres RPI du territoire ? La Taillée. Voilà. Et puis vous, voilà. Alors, oui, je vais laisser la région répondre, mais puisque demande est faite à la communauté de communes, bien sûr, Brigitte, on accompagnera et on appuiera cette demande, d'autant que, et je laisserai encore une fois les élus régionaux répondre, mais vous le savez, on a une baisse démographique importante au niveau des scolaires. C'est plus de 1000 élèves en moins encore cette année à la rentrée. C'est plus d'une 40aine de classes qui fermeront, 46 au total fermeture de classes à la rentrée. Donc on sait que demain, si on veut maintenir dans nos communes rurales des écoles, ça passera nécessairement par des RPI. Alors des RPI, c'est déjà pas facile en termes d'acceptation pour nos populations, d'aller expliquer que finalement la maternelle, elle n'est plus sur le bourg des Manilles, mais c'est sur celui de Chanay, mais par contre on garde l'élémentaire. Tout ça nécessite forcément un travail de fond, d'explication auprès des parents, mais en tout cas c'est un mouvement dont on pourra forcément s'extraire, puisque toutes les courbes laissent et clairement le montrent que de toute façon c'est la tendance, et c'est vrai que le signal envoyé par la région, et je le dis, ça a été dit en CDEN, on y participait l'un et l'autre, Yveline était là, c'est vrai que c'était pas le meilleur des signaux à envoyer. Maintenant je comprends aussi les problématiques, et vous en parlerez du coût du transport, et qu'il y a aujourd'hui une iniquité entre, c'est comme ça que ça avait été exposé, et vous compléterez, entre, par exemple, des élèves qui ne bénéficient pas d'un RPI et qui montent dans le même bus. J'ai le cas chez moi, moi les enfants du bourg des Manilles vont sur les écoles de Beugnier, et donc ils payent la tarification plein pot, et pourtant c'est sur la même commune, et il n'y en a pas d'exonération, donc c'est la raison pour laquelle je crois la région a revu aussi une partie de sa copie. Et puis je vous laisserai donner le montant du coût du transport par élève et par an, malgré la participation importante demandée, on est loin du compte. Mais en tout cas, moi je suis d'accord pour appuyer, parce que on sait qu'on sera tous confrontés demain à ces problématiques, donc avec plaisir.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, je parlais en tant que référente mobilité sur le territoire de la Vendée. En fait, oui, cette problématique a été soulevée au CDEN. Et puis, on a eu de nombreux élus. Alors, ça a commencé par du côté de Fontenay-le-Comte, qu'on a rencontré. Et que, en fait, oui, on comprend que cette proposition de passer de 90 à 171 € est énorme. Et eh bien, on a fait remonter l'information avec Philippe et Ludovic Ogbon auprès de Christelle Morancet et de Roch Brancourt, le VP, en disant que c'était pas acceptable une telle augmentation si brutale et enfin, sans beaucoup de délai. Donc, en fait, on s'est bataillé parce que, voilà, nous, on prenait des coups sur le terrain et on validait pas spécialement cette décision rapide. Donc, la présidente a accepté de revoir la copie. Et donc, en fait, l'augmentation aura lieu, mais progressivement sur 3 années, afin de permettre aux familles ou aux communes de lisser le budget. Et déjà, là, il y a une révision sur la décision qui a été assez brutale. Voilà ce que je peux vous dire. Alors moi, je voulais commencer déjà par saluer le travail d'Yveline, là, en tant que référente régionale sur les mobilités sur le département, parce que c'est pas un rôle facile. En général, parfois, il faut annoncer des mauvaises nouvelles, et le lien avec les collectivités, c'est Yveline qui le fait sur le département, et c'est pas évident. À titre personnel, mais je l'ai écrit à Roch Brancourt et à Christelle Morancet, je ne suis pas favorable, clairement. Mais je fais partie d'une majorité régionale, donc on ne peut pas être à la fois en dedans et en dehors. Donc je suivrai le choix de la majorité régionale. Si on se place à l'échelle de la région et à la Mayenne, qui est fortement touchée, et à l'échelle du département, c'est le Sud-Vendée, en effet, qui est touché. Derrière cette décision, en fait, c'est le problème de la place de la ruralité dans nos territoires. Et finalement, c'est un problème là, vendéen, mais c'est même un problème finalement national. Et je comprends que ça soit vécu par les familles, par les élus qui n'ont pas le choix, en fait, d'aller vers un RPI ou qui ont vu leur école fermée comme une double peine, parce qu'ils n'ont pas choisi, en fait, finalement, cette situation. Ceci étant, je trouve que ce sujet, c'est une problématique extrêmement intéressante sur la situation actuelle et qui dépasse largement la question de la tarification des transports. Parce que le coût réel, c'est 1 300 €. 1 300 € en moyenne par élève. Donc, 90 €, on était à 7% du coût réel. Et même avec l'augmentation, on est à 13%. Et là, ça pose quand même un sujet, c'est un sujet de société, en fait. C'est-à-dire que, comme l'a dit notre président, lorsqu'on regarde le nombre d'enfants, il va baisser. Donc ça va être une problématique qui va de plus en plus se poser. Je ne vais pas vous refaire un état des lieux de la situation du pays, mais il y aura aussi des choix difficiles. Et je pense que ce sujet-là, au-delà du mécontentement là, immédiat, il nous interroge quand même à la fois sur la place de la ruralité. Et sincèrement, plus on monte dans les échelons, moins il y a d'élus issus de la ruralité. Parce que lorsque vous regardez au niveau du département, il y a encore ce lien avec les territoires ruraux. Mais quand on regarde déjà au niveau de la région, il y a beaucoup moins de maires conseillers régionaux. Il y a beaucoup moins d'élus issus de communes plus petites. Et je ne parle même pas de l'Assemblée nationale. Ce qui explique aussi parfois ce type de décision. Là, c'est une analyse personnelle, mais je vous la partage. À la fois la place des services publics, et puis un sujet où personne ne veut trop s'y coller, mais c'est quand même la valeur des choses. À un moment, on ne va pas pouvoir continuer à avoir les mêmes choses de la même manière. C'est pas possible, même si c'est difficile à entendre. Et même si c'est difficile à entendre, je le dis quand même ce soir. Voilà, je vous remercie. Bien, merci pour ces quelques... Pardon. Je peux me permettre ? Voilà. Merci pour ces retours et je ne doute pas que chacun et chacune dans ses fonctions, bien évidemment, défendent et portent ce genre de cause. Je te rejoins, Philippe, et je pense que tout le monde est conscient de cela. C'est vrai que l'enjeu démographique et puis l'école et les écoles, c'est plus globalement qu'on peut ensemble se concerter sur ce sujet. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que
effectivement, au-delà de cette nouvelle un peu brutale, c'est que ça crée d'autres inégalités, notamment dans les communes, quand on a le choix d'avoir une école publique et le choix d'avoir une école privée. Et donc, en fait, c'est double peine pour le budget communal, parce qu'on essaye, là aussi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement localement dans nos communes. Donc, voilà. Au-delà effectivement des enjeux, au-delà des coupes de budget qui sont courageuses, c'est vrai que quand on apprend ça brutalement, je pense que voilà, on a tout intérêt à trouver le ton de la concertation, du dialogue pour la bonne compréhension. Voilà, tout simplement. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on doit se voir nous prochainement, mais ça fait partie des causes, des sujets qu'il faudra mieux appréhender ensemble et mieux concerter ensemble, je pense. Voilà. Mais et on sait, et je pense que nous sommes tous conscients effectivement que dans des avenirs plus lointains, effectivement, des décisions comme celle-ci sont pas très sont des décisions dures à entendre, mais effectivement, on a conscience qu'il faudra les entendre et puis voilà, tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu émue. Non, mais je partage complètement ce que tu dis, Magali. En termes de temporalité, je crois que si la région voulait choisir le plus mauvais tempo, elle ne pouvait pas faire mieux. C'était exactement au moment où on a eu les fermetures de classes. D'ailleurs, on a été touché au niveau de l'école Pierre-Monroe à Saint-Jean-de-Beugnet. Et c'est aussi pour ça que j'étais en colère. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur le fond, mais la forme, c'est tout aussi important que le fond. Et parfois, c'est pour ça que je suis en désaccord, en particulier sur cette décision. Et l'autre mauvais tempo, c'était juste le lendemain de la loi qui a été promulguée pour faire reconnaître les RPI. Et ça a été tout un travail depuis 2 ans qui a été porté par notre député. Je pense qu'on en est aussi à l'initiative parce qu'on s'est concerté petitement, simplement, dans nos mairies à 3 et on a pu échanger, discuter et mieux se comprendre pour porter le statut des RPI et qu'il soit reconnu. Voilà, mais d'où là, j'insiste sur, effectivement, la forme et la concertation. Merci, messieurs, dames. Moi, c'était pour changer de sujet, même si je pense que c'est de l'arbitrage budgétaire. Si on veut soutenir la ruralité, eh bien, par rapport au budget qui doit être alloué à la mobilité, ça doit représenter 0, et quelques %, j'imagine. Exactement, ça coûte 380 000 euros. Et par rapport au budget ? Je n'irai pas plus loin. Voilà. Bon, on est d'accord. Moi, c'est par rapport aux déchets. Si je peux me permettre, monsieur le directeur, monsieur le président, normalement, ceux qui font partie du conseil d'exploitation vont recevoir une convocation, j'étais avec les équipes cet après-midi, pour un conseil d'exploitation qui devrait normalement avoir lieu le 18 juin à 18h à la salle de la Vallée du Lait, normalement. Si c'est possible, techniquement, à 21, plus les agents. Voilà, c'était tout. Et on commencera à débattre sur l'avenir des déchets. Bien, merci pour ces interventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je vais vous rappeler simplement quelques dates. Le séminaire des élus, c'est le 29 mai prochain. Stéphanie est en panique, elle attend vos retours, puisqu'il y a toute une logistique à faire, notamment pour la restauration. Donc, pour celles et ceux qui sont présents ce soir, merci de lui dire si vous comptez être là ou pas. Donc, c'est le 29 mai. Le prochain conseil, ce sera à Saint-Michel, donc salle du conseil. Donc ce sera le 25 juin. Et puis, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez également à préparer vos représentants pour les commissions thématiques. Vous le savez, on avait donné jusqu'au 5 juin de mémoire pour vos retours. Donc il y en a pas mal qui arrivent, mais si vous pouvez continuer à nous les faire parvenir, ce serait très agréable. Voilà. Et bien, écoutez, comme d'habitude, il y a un petit temps de convivialité à côté. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis au 25. Merci.